Ça, quel que soit le poste, c'est des qualités qu'il faut avoir pour être rugbyman. On s'entraîne beaucoup sur la capacité à accélérer. On Ouais, s'entraîne beaucoup sur la capacité à produire de la force minimum de temps. On a trop tendance à aller, je trouve, sur le travail d'explosivité, de vitesse, alors qu'on a des données de force pas assez élevées. Je pense que ça met en danger les joueurs. J'ai des joueurs qui ont eu des V en 21 de VMA. Dès que les joueurs dépassent 34, 35 km heure, ouais, c'est des belles vitesses. Ça commence à être intéressant et c'est joli à voir. La différence, elle est nette avec les autres joueurs, hein. Salut à tous. Sur cette nouvelle chaîne, vous allez retrouver des entraînements avec différents athlètes, vous allez également retrouver des témoignages et aussi des podcasts. Aujourd'hui, pour le premier podcast, on va se retrouver avec Pierre Lassus, le directeur de la performance du Castres Olympique. Une grande chance de l'avoir car c'est un préparateur physique avec un gros bagage. Il est passé par l'Aviron Bayonnais, le club dans lequel il est resté plus de 9 saisons. Ensuite, il est parti à Dax, à Mont-de-Marsan, ensuite au Loup et maintenant il est à Castres. Il est également passé par le foot avec le PSG. Moi j'ai de la chance, je le connais un petit peu, c'était mon préparateur physique quand j'étais en espoir à Bayonne. Sans plus attendre, voici l'échange que l'on a eu ensemble. J'avais une première question sur sur Castres, en tout cas sur le staff. Vous êtes combien de prépa physique à Castres et le rôle de chacun? Là, actuellement, on est quatre, trois salariés à temps plein et un stagiaire depuis cette année. Ouais. Voilà, donc on a un fonctionnement à quatre avec chacun sa spécificité. J'ai donc le stagiaire que j'appelle entre guillemets couteau suisse, qui nous apporte une aide et des mains supplémentaires. Donc il va intervenir aussi bien en soutien sur les blessés, en soutien sur le terrain avec moi. Voilà, il est vraiment lui dépendant de nos besoins. Et ensuite, il y a Geoffrey qui est au club depuis 4-5 saisons maintenant, qui s'est spécialisé dans la réathlée. Et Jérémy qui est venu depuis cette année avec nous et qui est au club depuis quelques années, qui est chez les jeunes, et qui lui s'est spécialisé dans les GPS, l'analyse des GPS, et qui file un coup de main sur la mission. Voilà. Ok, ça marche. Et toi, en fait, toi, t'es le directeur des trois, en gros. On peut le résumer comme ça? Voilà. Alors en fait maintenant, voilà, ce qu'on appelle les fonctions de directeur de la performance, c'est un peu au carrefour évidemment de la préparation physique, du médical et du technique. Et en fait, on Hmm. essaie de croiser et de gérer un petit peu tout ça pour passer à côté de moins de choses possibles et d'avoir une gestion globale et précise du joueur. Ok, très bien. Et j'imagine c'est toi qui as le lien d'ailleurs avec la partie médicale. C'est souvent toi qui fais le lien aussi entre même le staff rugby, le staff un peu plus prépa physique et staff médical. C'est toi qui C'est es ça. un peu en interaction avec tout ça. Voilà, c'est Ok, ça. très bien. Et après chacun est un peu ouais, réathlé, muscu et terrain un peu, mais ça touche quand même un peu à tout. Il n'y a pas juste un que réathlé, un que muscu, un Non, que en terrain. fait, ouais, voilà, il y a une intervention prioritaire, une spécificité, et ensuite, évidemment, ils interviennent pour les autres domaines et autres secteurs. Voilà. Ok. Mais par contre, il y a quand même une dominante. Chacun a une dominante. Ok, très bien, je capte. Très intéressant. Impec. Pour parler un petit peu des tests, moi j'avais pas mal de questions par rapport à tout ça. Tu conseilles quoi comme test cardio? Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que c'est un Vameval, un Bronco? Qu'est-ce que tu préconises début de saison par exemple? Alors, le tout, en fait, c'est Ok. c'est toujours pareil, j'ai souvent cette question qui revient. Ouais. Et l'idée, c'est de pouvoir réutiliser au mieux le test qu'on va effectuer. Donc, si vous êtes capable de faire un test d'effort avec une FC Max en laboratoire, Ouais. avec une évaluation du VO2 précis et tout ça, et bien, tant mieux, faites-le. Et ensuite, alors toujours pareil, en laboratoire, ça peut être sur tapis, sur vélo. C'est sûr que sur tapis, eh ben, ça va être limitant parce que les gabarits de certains joueurs font qu'ils n'arrivent pas à des données assez élevées pour avoir une FC ou un VO2 maximum. Par Ouais. contre, ensuite sur le terrain, il peut y avoir plein de tests, pardon, différents. Le tout, c'est de savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on va en retirer comme information. Moi, actuellement, je suis sur le Broken Bronco. Pourquoi? Parce que je le trouve assez spécifique à l'activité. En Ouais. plus de ça, le fait que ça soit un broken, eh bien, je peux avoir de la fréquence cardiaque pendant l'effort et entre chaque répétition. Donc, ça me permet d'avoir des dérives de récupération, de voir un petit peu comment le cœur réagit à cet effort-là. Ouais. Donc, voilà pourquoi je prends ce test-là. Pendant longtemps, j'ai fait le yo-yo. Ouais, classique. Voilà, que je trouve intéressant parce que d'un point de vue musculaire, avec toutes ces accélérations, ces décélérations, ces reprises d'appui, et également c'était un test qui était évolutif avec une récupération à chaque fois entre chaque palier, entre Hmm. chaque répétition, pardon. Donc il y avait des dérives au sol récup qui m'intéressaient. Donc comme j'associais toujours le travail de terrain, le travail musculaire et le travail cardiaque, ça me permettait de voilà d'avoir une précision assez poussée sur l'évaluation du test. Ouais. Voilà.
au tout début, quand j'ai commencé, ben, c'était comme tout le monde ou comme beaucoup il y avait Georges Cazorla qui était passé par là et qui avait vendu à tout le monde le Tube 2. Donc, c'était Ouais, étalé de 3 minutes, voilà, avec une ouais, je me incrémentation rappelle. à chaque fois. Donc, ça a été pendant pas mal d'années, c'était celui-ci. Autour d'une piste, voilà, qui était intéressant pour avoir encore une fois certaines valeurs, qui n'était pas le plus spécifique à l'activité. Mais voilà, je vends pas de tests. Je Ouais. j'ai pas de préférence. J'ai certaines convictions. Oui, maintenant, à force d'en avoir mis en place énormément, donc évidemment, j'ai certaines convictions, mais je suis capable de changer en fonction des besoins que j'ai Hmm. et en Et du fonction des matériel. retours que j'attends du test. Voilà. Ok, ça marche. Et ouais, le principe même du test, c'est que tu puisses le refaire dans les mêmes conditions, j'imagine, et voir un peu l'évolution en fonction, ouais, en Et fonctionnement de l'année, c'est un peu le but. exactement. Et c'est pour ça que le Broken Bronco, ben, c'est un très bon compromis parce que il est hyper simple à mettre en place. Il est hyper reproductible. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà, donc c'est un très bon compromis pour plein de choses. Et encore une fois, on a des valeurs qui sont intéressantes, qui se rapprochent de ce qu'on attend sur Audi. Ok, très bien. Et pas de VAM-EVAL ou pour ouais, le calcul de la VMA après, je sais pas, pour le Ouais. 30-30, je sais pas, pour des mètres ou tu fais ça aussi en plus ou non, pas du tout? Non, je le fais pas parce que je j'utilise pas la donnée de VMA comme outil de Ok, travail. comme indicateur, ouais. Ouais, voilà. Donc, j'ai beaucoup d'autres paramètres que j'utilise, Ouais. mais celui-ci pas forcément. Donc, voilà, je vais pas sur le VAMEVAL. Et encore une fois, le VAMEVAL, il va être intéressant sur certains profils et Hmm. pas sur d'autres. Donc, Ouais. j'essaie de faire en sorte que le test que je choisis englobe et soit spécifique pour un maximum de joueurs. Ok. Ok, très bien. Bah, de toute façon, si tu réutilises pas la donnée VMA, normal et tout de pas faire ce test. Ok, très bien. Et en, Donc ça, et en ouais, plus vas-y, de vas-y. ça, pour préciser, on a Ouais. des évaluations en laboratoire. Hmm. Donc, en fait, si je veux des données sur les échanges gazeux ou autres, je l'ai en laboratoire. Ok, ouais, donc ouais, ça c'est l'avantage des Cloud Pro, ouais, très bien. Impec. Donc ouais, ça c'est pour la partie cardio. Pour la partie muscu, tu fais quoi comme test habituellement en général? Test de force max, peut-être plus de 3 RM maintenant? Comment t'es un petit Ouais, peu là-dessus? c'est ça, sur la Ford Max, oui, et je reste sur le 3RM. Voilà. Ok. Et ensuite, je mets pas en place de séances spécifiques test. Alors, sur le début de saison, ça peut être le cas. En Ouais. cours de saison, c'est pas forcément le cas, mais j'utilise souvent la séance de hors groupe Hmm. pour mettre en place ces challenges voilà, ces évaluations. Et généralement, je reste sur 3 2 reps. Voilà. Ok, très bien. Et tu intègres comment comme un sorte de top 7 dans une série ou non, c'est vraiment une séance à part? Est-ce que je dis une bêtise, par exemple, tu veux connaître le max en développé couché, tu fais un premier top 7 en une série de, je sais pas, de 3 reps, et après ça fait une séance un peu plus normale. C'est comme ça ou non, c'est quand même un truc un peu plus à part? Il y a eu les deux formats. Il y a eu la série en top 7 comme tu l'as expliqué. Et ensuite, il y a eu vraiment la mise en place d'un test d'évaluation avec un certain nombre de barres désignées pour arriver à une charge max. C'est-à-dire, les gars, vous avez 6 à 8 barres pour vous échauffer et arriver à une zone qui correspond à peu près à votre max. Ensuite, vous nous appelez, on passe à l'évaluation. Voilà, il y a eu... bon, les saisons sont longues, les nombres de séances de regroupe sont importantes aussi. Mm. Voilà, il faut être imaginatif, mettre en place différents formats et différents scénarios pour encore une fois, voilà, challenger les mecs. Et, Ouais. et le tout, c'est que la donnée soit pertinente. Voilà. Après, comment on y arrive à cette donnée? Ben, chacun est plus ou moins libre de mettre en place ce qu'il veut ou, Ouais. voilà, avec ses convictions. Mais bon, Mm. chacun, j'ai l'impression, travaille à peu près à l'identique là-dessus. Ouais, ça me fait penser, c'est une autre question d'ailleurs, c'est que j'imagine en début de saison, quand vous répartissez avec le staff et que vous parlez un petit peu de la saison, vous mettez en place des cycles et compagnie. J'imagine en fait ce qui se passe réellement, ce que vous avez prévu, il y a quand même de grosses modifs, non, j'imagine, en fonction des blessures qu'il y a, je sais pas, où ça reste quand même assez prédictible. Alors, il y a différentes choses sur le plan de musculation. On peut travailler par cycle, on peut travailler voilà par thématique et par ondulation hebdomadaire. Mm. Ensuite, sur tout ce qui va être travail terrain, ça dépend des thématiques, mais on a l'avantage d'avoir un calendrier qui bouge peu. Nous, actuellement, je sais que je fais beaucoup, beaucoup de semaines à 7 jours, donc c'est-à-dire que les matchs Ouais. sont le samedi, quasi chaque semaine à la même heure. Donc les ondulations se ressemblent beaucoup, sont identiques. Les thématiques de travail sur le terrain, voilà,
voilà, ne bouge peu, en tout cas. Mm. Voilà. Là où en musculation, où est tout le travail en salle, le travail de, par exemple, de force horizontale, voilà, peut être différent. On va mettre des thématiques, on va mettre des orientations de travail sur, de la distance, de l'intensité. Voilà, on va orienter sur un travail de force, sur un travail d'accélération. Voilà, ça, il peut y avoir plein de thématiques qui évoluent au fur et à mesure de la saison. D'accord. Et encore une fois, sur le terrain, sur tout ce qui va être charge mécanique, terrain, c'est un Mm. peu différent parce que les semaines se ressemblent énormément, en tout cas pour nous. Si Ouais. on est d'autres clubs où on est amené à jouer le dimanche, ça change et bouscule les semaines, donc c'est un peu différent. Nous en étant à Castres, eh ben on sait qu'on est télévisé régulièrement le samedi, donc les semaines Ouais. se ressemblent beaucoup. Ouais, c'est pas trop un match du dimanche soir, donc au final c'est souvent Non. samedi, ouais, ok. Donc ok, ça c'est prédictible. Très bien. Pour revenir aux tests de muscu, les tests que tu fais assez classiques, c'est quoi? Du développé couché, je sais pas, du tirage planche, squat, c'est un petit peu du classique pour avoir un peu toutes les données? Ouais, développé couché, ça peut être aussi bien barre que halter. Si Ouais. le mec a des pathologies ou des antécédents, ben, il n'y a aucun problème, on passe avec halter. Euh, Ensuite, on a tirage planche, on a traction Ouais. lestée. Voilà. Mm. Sur le bas du corps, on a squat bulgare, soulevé de terre et squat. Ok, Voilà. squat Et ça, bulgare, pourquoi? Ouais. Pour voir la différence entre ouais, jambe gauche, jambe droite? parce que, ouais, alors oui, oui, il y a ça forcément, mais c'est surtout qu'on a des joueurs qui ont certaines pathologies ou antécédents et maintenant sont en difficulté sur le squat. Donc, eh ben, on passe sur de l'unilatéral qui permet d'avoir une donnée et de travailler correctement. Ok. Et moins, ouais, moins de Voilà. tension en tout cas, mécanique en tout cas, appliquée là-dessus. Ok, très bien. Ça très clair. Question un peu plus technique, c'était sur le profil force-vitesse. Tu sais, le genre de JB Montréal qui a mis, Ouais. qui a un peu, ouais, un peu développé tout ça. Est-ce que vous faites des tests là-dessus? Alors, je l'ai fait beaucoup avec GPS. Ouais. Voilà. Cette année, pour être franc, je l'ai pas autant poussé que les autres années. Ok. Par contre, c'est toujours pareil. On est dépendant aussi de l'effectif et du contexte. Ouais. Quand on a un groupe où on a des blessés à certains postes, eh bien, on est sur un rythme de travail où on marche sur des œufs, on fait attention, et ce qu'on met en place, eh bien, est différent. Quand on peut mettre en place des choses et aller au bout des choses et les développer, eh ben c'est plus simple. Et en tout cas, ce travail-là en fait partie. Donc le profil force-vitesse, évidemment, ça permet d'individualiser. C'est hyper intéressant justement pour orienter le travail en fonction des profils de certains joueurs. Ouais. Donc cette année, je l'ai pas trop fait, ou du moins je l'ai pas fait avec le GPS, je l'ai fait avec d'autres accéléromètres, Ok. et notamment avec le 1080. Ouais. Voilà, Ah, vous ça, avez. Ouais. Mm. ouais, voilà. Et les autres années, j'ai beaucoup fait avec GPS. Ouais. Voilà. Donc c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup, pour lequel j'ai eu passé beaucoup de temps. Voilà. Derrière, ça permet d'individualiser, de faire des petits groupes de travail et encore une fois Ouais. de mesurer la progression des Mm. profils. Donc voilà. Non, non, ça là-dessus, voilà, tous les travaux de JB et Morin Ouais. ont alimenté beaucoup de clubs de top 14 et de Ah, Pro c'est pour D2 ça. et et ont permis de mettre en place beaucoup de protocoles. Ouais. Très bien, ouais. Ouais. Puis j'imagine aussi mettre en place, c'est pas forcément parce que ouais, quand on parlait du profil force vitesse horizontal, du coup, si tu parlais sur GPS, c'est ça? Oui, Ouais, exactement. horizontal, ouais. Ouais, Et je parce que travaille, et c'est vrai, pardon, mais tu as raison de le préciser. Hmm. Mais moi, je suis dans un sport qui est très, très horizontal. Ouais. Alors, évidemment, il y a certains postes où les ratios sont un peu différents. Hmm. Si on a des spotters, mais essentiellement horizontal. Donc moi, c'est vrai que quand je mets en place ce travail-là, je le fais beaucoup de manière horizontale. Ok. Normal. Parce que je veux dire, si on veut se le mettre en vertical et qu'il faut faire du style avec l'application, faire passer 40 joueurs, j'imagine, tu sais, c'est pas forcément facile de faire ça, Ouais, plusieurs ça prend un fois peu de dans temps. l'année, donc. Ouais, Ça prend un peu de temps. ouais. Et des Bon, fois, mais j'imagine. et encore une fois, c'est pas tellement une question de temps. Ouais. Parce que les mecs passent régulièrement sur le plateforme de force, font le CMJ, font le drop jump, font le Ouais. squat jump, donc tout ça ils y passent régulièrement. Mais c'est juste encore une fois pour la spécificité et euh, Hmm. et je trouve actuellement plus pertinent de faire sur du profilage sur de la force horizontale que Normal. verticale. Voilà. Ouais, qui est plus spécifique au sport, ouais. Voilà. Normal.
Tu parlais des blessures et tout. D'ailleurs, est-ce que vous faites des tests de prévention? Je sais pas si avec le K20 ou je sais pas ce que vous avez comme matériel, mais est-ce que vous avez même des ratios du style, je dis une bêtise, la force en rotation externe d'épaule comparée au développé couché? Est-ce que vous avez je sais pas, des ratios un peu ou des signaux d'alerte? Est-ce que vous faites quelques tests là-dessus, hein? Comment ça se Ouais, passe? ouais, il y a pas mal de tests, de batteries qui existent là-dessus, que ce soit sur les cervicales, sur les épaules, D'accord. sur genoux, chevilles. Donc Mm. là, c'est une grosse collaboration, pardon, avec les kinés. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est eux qui vont gérer ça. Ok. Euh, donc, et moi, je suis assez convaincu de ça. C'est que j'aime bien la donnée. C'est-à-dire que j'aime bien l'évaluation, évidemment, du maquignon qui a énormément d'expérience et qui est capable de dire, attention, lui, il a des déficits et tout ça, juste Mm. avec son vécu, son expérience et son retour et ses mains. Donc ça, c'est Ouais. hyper important d'avoir ça. Mais maintenant, on est dans une génération aussi très connectée. Il faut rendre des Faut des comptes data. aussi et mesurer tout ça. Donc c'est vrai que on met beaucoup d'outils de mesure, quelle que soit l'évaluation, pour justement donner des billes aux joueurs et lui dire, ben écoute, tu étais à tant de Newton il y a quelques semaines, tu es à tant maintenant, donc voilà, tu as progressé, tu pas progressé, ou tu dois encore arriver là pour équilibrer tes ratios. Mais voilà, donc Kinvent en font partie, les plateformes de force en font partie, les accéléromètres en font partie, tout le travail de VBT, même si c'est sur une autre dominante, en fait partie aussi. Voilà. Ouais. J'ai le Nordboard pour la chaîne postérieure également. Ça permet d'avoir sur le travail ISO à certains angles, sur le travail excentrique, ça permet d'avoir des données. Donc tout ça, moi, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place Mm. et de l'ancrer parce que on a une donnée, ça fait pas tout, mais on a des valeurs qui permettent de s'appuyer dessus et encore une fois d'avoir du concret. Ok, je capte. Ouais, d'ailleurs, maintenant, ça, je voulais te poser la question là-dessus, c'est l'évolution du métier lié à ça, c'est que maintenant, quand même, j'imagine un prépa physique et encore plus un directeur de la performance, il doit faire extrêmement attention aux data, quand même, non? Parce que si tu dois rendre des comptes, plus t'as d'infos, plus quand même tu peux avoir un avis un peu plus pointu. J'imagine le métier, il évolue là-dessus, quand même, non? Ouais, bien sûr. Alors attention, je vends pas la donnée en disant c'est une fois qu'on a la donnée, Ouais. on s'appuie là-dessus. C'est Mm. c'est juste que on a la chance d'être maintenant équipé d'une technologie qui évolue en permanence. Les clubs sont prêts à investir sur cette technologie-là, donc il faut en profiter. Et les outils sont quand même maintenant fiables. Donc ça permet d'avoir des feedbacks qui sont intéressants, qui sont mesurés, et on serait bête de pas en tenir compte. Ça fait pas tout. C'est pas parce qu'on a la donnée euh, que on va la suivre à 200%. Il faut avoir un peu de recul maintenant pour l'objectiver. Mais par contre, évidemment que ça fait partie du quotidien. Et, euh, et voilà. Et j'ai envie de dire, c'est que le début. Alors, ça fait 5-10 ans maintenant que ça commence à arriver vraiment et à envahir entre guillemets le milieu du rugby. Mais voilà, je vois pas. Enfin, maintenant, ça aura tendance à aller dans cette direction-là. On sera évidemment en mesure de justement mesurer tous les faits et gestes des joueurs. Mm. Et encore une fois, ça permet d'objectiver et d'avoir des feedbacks. Alors après, une fois qu'on a les données, il faut savoir les interpréter, il faut savoir quoi en faire. Ça, c'est une autre question. Mm. Mais, euh, mais c'est Ouais, clair c'est un que outil. maintenant, il y a beaucoup Ouais. de données. Oui, puis maintenant, en plus, maintenant, avec l'avenue des IA et compagnie, ça va être en plus encore plus autre chose, quoi. Mais c'est vrai que ça, ouais, c'est plutôt un outil qui permet d'aider là-dessus, et ça prend pas les décisions à 100%. Par contre, ça permet d'avoir sûrement un jugement plus vrai en tout cas, et pas juste que du ressenti, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et il faut être en mesure de croiser toutes les informations. Les informations, c'est l'expérience de l'intervenant, c'est le retour du joueur, parce qu'on n'en parle pas assez, mais le joueur a une opinion, un avis, et il nous donne un retour. Et ensuite, c'est l'évaluation donnée par l'outil, par la machine. Voilà, il faut être en mesure de croiser tout ça pour prendre une décision. Très bien. Impec. Au niveau de l'individualisation, vous faites comment exactement? Parce que s'il y a 40, je sais pas, 50 joueurs à gérer, si en plus il y a l'effectif espoir et tout en plus, comment vous faites pour gérer tout ça? Est-ce que vous créez des groupes, je sais pas, un groupe, un qui a besoin de puissance, un qui a besoin de plus de vitesse, un plus de force, un qui a plus de blessures? Vous individualisez comme ça, j'imagine, plus par groupe que par personne? Ouais, on a 5 profils de joueurs. Ok. Et ensuite, on a une direction d'équipe, c'est-à-dire un bloc commun à peu près à tout le monde. Donc, en fonction des pathologies, des antécédents, ce bloc-là va être adapté. Mais en tout cas, la direction
donnée est sensiblement la même. Ensuite, il y a un deuxième bloc qui va être soit de la force horizontale, soit de la force verticale, qui va être spécifique un peu plus au poste du joueur. Ouais. Et on a un troisième bloc qui est là vraiment adaptatif et plutôt sur de la prévention. Donc, ça peut être un renforcement chaîne poste spécifique s'il a des antécédents disques, s'il a besoin de se renforcer. Ça peut être un travail supplémentaire au niveau de l'épaule. Ça peut être un travail supplémentaire au niveau des cervicales. Voilà, ça c'est vraiment individualisé en fonction des pathologies, en fonction des besoins. Ça peut être du gainage. Voilà, ce troisième bloc est vraiment adaptatif, mais on Ok. fonctionne comme ça. Voilà. Donc, en fait, ça permet d'avoir des séances assez individualisées avec un bloc 1 qui est commun, qui est adapté, mais au final peu. Un bloc Ouais. 2 qui est un peu plus adapté et un bloc 3 qui est très adapté à l'individu. Voilà, Ok. comme ça. Et Et ça, tu ensuite, parlais. Ouais, vas-y. Hein. pardon, excusez-moi. Et ensuite, on est répartis, nous, chaque prépa par groupe de joueurs. Voilà. Mm. Donc, j'ai un prépa qui arrive souvent de catégorie jeune. Donc, lui, il a tendance à prendre plutôt les jeunes qui sont avec nous cette année. Euh, il y a un deuxième prépa qui est sur un athlète depuis très longtemps, donc il a eu des joueurs pendant longtemps entre les mains. Donc ceux-là, eh ben ils sont plutôt avec lui parce qu'il y a une certaine expertise avec ces mecs-là. Et moi je le reste plus. Voilà. Ok. Ok, ok, très bien. Et ça, tu me parlais, quand tu parlais des blocs, c'était ça, c'est muscu, c'est aussi terrain, ça peut être aussi en fonction? Ou c'est Oui. que muscu, ouais. Là c'est surtout muscu. Ouais, c'est Muscu vrai. on fonctionne comme ça. Et ensuite on va évoquer différentes top-ups ou compensations sur le terrain. Et là c'est plus au cas par cas, au profil du joueur. Voilà. Très bien. Impec. En parlant toujours des joueurs, est-ce que vous avez des standards par poste à respecter? Typiquement, je dis une bêtise, un ailier, je sais pas, ça doit faire moins de 1,70 sur, enfin 1 seconde 70 sur un 10 mètres. Et s'il a pas atteint ce standard-là, ou une force certaine, tu vois, pour un pilier au niveau cervical, s'il a pas atteint ce standard, il a du travail supplémentaire. Ou ça fonctionne pas forcément comme ça. Alors ça dépend de la qualité. Ouais, Euh, ça peut l'être, c'est-à-dire que sur le travail de vitesse, sur le travail de puissance, sur le travail d'accélération, on va avoir des standards, ouais, mais ça fait pas tout parce que, ben encore une fois, même là, c'est l'entraîneur qui décide, qui met sur le 15 de départ, rien que par rapport à ça, ben on a des standards qui ont pas trop de sens, c'est-à-dire que si on a un pilier qui est très loin des standards de déplacement, si hmm, c'est un tueur et s'il est très dominant en mêlée, eh ouais, bien, il va être pris pour cette qualité-là. Donc oui, on a des standards, pas tellement de postes, c'est-à-dire qu'on prend le profil du ouais, joueur, on discute avec lui, on échange avec lui, et on va mettre des objectifs de développement. ok, Ça, c'est ce on fonctionne plutôt comme ça que de dire aux joueurs, attention, tes deuxième ligne, il faut que tu fasses tant d'accélération, il faut que tu fasses tant de HI, il faut que, non, hmm, parce que chacun est euh, différent, ouais. tellement différent et maintenant, au même poste, les profils sont tellement différents on va plus sur l'individu que sur le poste en lui-même. Ok. Oui, si c'est un pilier mobile ou non, si c'est un deuxième ligne, troisième ligne, ouais, voilà, si c'est un Meafou ou Antonio ou si c'est de Exactement. l'hypermobile, forcément, ouais, c'est clair du flamand. Très bien. Exactement. Moi, j'ai sur des ailiers, on a des profils, nous, en l'occurrence, très très différents, avec un Hmm. joueur qui a des qualités physiques et de vitesse qui sont extraordinaires, qui arrive à 36-37 km/h. Ah ouais, c'est qui, Euh, hein? euh, c'est Christian Badiang, Ah ouais, ouais, oui, c'est clair, ouais, ouais, et c'était sûr. voilà, Hmm. et qui est un peu moins, qui a un profil un peu moins technique qu'un autre ailier qui, par exemple, qui est Rémi Bagé, qui va moins vite, mais qui est beaucoup plus technique. Donc les deux vont jouer pour des qualités différentes. Hmm. Et voilà, donc on serait bête de donner des standards, puisque ça aurait pas de Clairement. sens. Ils sont choisis les deux pour leurs qualités qui sont différentes. Hmm. Oui, ils sont jugés en fonction de leur qualité, de leur style de jeu, donc ouais, forcément. Et puis le grand jugement au final, c'est quand même, enfin, c'est le manager ou en tout cas sur le terrain, plus qu'en tout cas les datas qu'il peut avoir en prépa physique, quoi, j'imagine. Bien sûr. Impec. Pour parler un petit peu des cycles, j'en vois peu parler au niveau dans dans le monde pro. Avant, ce qu'on disait plutôt en prépa physique, je sais pas, les cycles un peu classiques, c'était du style hypertrophie, force, puissance, vitesse, vitesse. Est-ce que c'est un peu les mêmes choses que vous faites actuellement? Et j'imagine très hybride avec le développement d'une qualité en fonction d'un certain cycle. C'est quand même beaucoup plus hybride qu'avant, non, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le travail d'hypertrophie, il existe uniquement si un joueur est en développement Ouais. et qui a un besoin à ce niveau-là. Ok. En tout cas, je parle de ma part, pour ma part. Hein. Ouais, ouais. Voilà.
Donc, on va le mettre en place pour un joueur pour qui on estime qu'il a besoin d'avoir une masse musculaire supplémentaire. Voilà. Sinon, il y en a quasiment pas dans la saison. Ouais. La première phase, voilà, euh, de début de saison, ça va être des séances adaptées pour une remise en route musculaire, tendineuse, pour se préparer au travail de force qui va arriver très vite. Mais voilà, travail d'hypertrophie, non, il arrive peu parce que tout simplement, je pense que ça met en danger les joueurs Ok. sur les collisions. Donc on le développe, on le met peu en place. Par contre, on va très rapidement sur le travail de force. Ça, c'est un travail qui est mis en place, j'ai envie de te dire, toute l'année. C'est un fil rouge. Alors à Mm. comment dire, à différentes intensités. C'est-à-dire qu'on va être capable de mettre des gros cycles vraiment très appuyés et à côté de ça, des cycles un peu moins appuyés. Mais par contre, voilà, force, puissance, explosivité, ça, c'est des qualités qui sont développées au fil tout au long de l'année. Ouais. Ouais, normal. En fait, ouais, c'est qualité principale et je veux dire, hors saison, j'ai une bêtise, ça va être un peu plus proche de la force max. Et quand ça va être les phases finales, vous allez garer de la force, mais on va pas être sur du 5x5, un truc comme ça, Ouais, quoi. alors on ondule même au niveau de la semaine, c'est-à-dire que le début de semaine D'accord. est orienté sur la Ah oui. force, la fin de semaine, voilà, milieu de semaine sur le travail de puissance, fin de semaine sur l'explosivité. Tu vois, on peut le caricaturer comme ça. Ouais. Ouais, j'imagine plus on se rapproche proche du match. Voilà. Logique. Bien. Et après les cycles, ben, en fonction des blocs, là, tu vois, il y a des blocs de 9, 10, 11 matchs en fonction des saisons. Ouais, c'est Voilà. Et ensuite, on va jouer là-dessus, mais on est surtout dicté par les déplacements qu'on fait. Est-ce qu'on rentre tôt, tard? Est-ce que c'est beaucoup de matchs à domicile, à l'extérieur? Est-ce que des semaines à 6 jours, 7 jours, 8 jours? Ça aussi, ça va dicter comment on met en place les cycles de travail et quelle qualité on va accentuer. Mm. Mais globalement, il n'y a pas de parce qu'en même temps, enfin, quand on est à l'extérieur, on peut se dire, il y a vraiment des gros blocs principaux, mais maintenant, c'est quand même très hybride tout le temps, quand on développe ce que tu disais, force, puissance, explo tout le temps, mais à des Voilà. degrés différents en fonction du. Exactement. Et Mm. ensuite, on y greffe, enfin, des cycles sont greffés là-dessus. Ils impactent ces trois qualités-là, mais on les retrouve quand même quotidiennement, ces qualités-là. Ouais. Mm. Comme la partie peut-être prévention, ou je sais pas si c'est pas le bon terme, mais Exactement. ça fait, ouais. Ok. Exactement. Ok. Ça c'est tout au long, c'est toutes les semaines. Mm. Ok. Très bien. Impec. J'avais des questions un peu plus ludiques. Ça serait mais pour chaque qualité physique, quel est le joueur le plus fort que tu as trouvé un petit peu là-dessus? Alors par exemple, si on prend la force, quel est pour toi dans ta carrière, quel est le joueur qui était le plus impressionnant au niveau de la force? Le plus impressionnant, Ouais. euh, plus impressionnant au niveau de la force. Alors, Ouais. force bas du corps, haut du corps, force. Ouais, ce que j'allais dire, ce que déployer sur le terrain, j'allais dire ouais, fort sur le bas du corps, quoi. Le plus, par exemple, qui a le plus gros squat, ou même, je sais pas, qui développe le plus de. Alors on va rester sur la force, mais c'est ça, qui développe le plus de force en muscu sur le bas du corps. Alors, à l'époque, il y avait Georgi Genti, qui était un Ouais. pilier géorgien, qui était fan de squat, donc depuis tout jeune. Et moi, je l'ai eu une saison, et c'est vrai Mm. il avait des perfs assez impressionnantes. Sur le haut du corps, euh, sur le haut du corps. Alors toujours pareil, si on rapporte au poids de corps, ben il y en Ouais. a qui ont des énormes. Là, j'ai senti Arata, Ouais. qui pèse pas très lourd, qui a des données de développé couché hyper et même de tirage et même de bas du corps, j'ai envie de rajouter, Mm. hyper intéressantes. Donc Ouais. voilà, chacun peut être impressionnant en fonction de son profil. Ouais. Il y en a qui sont très surprenants alors qu'ils ont des poids de corps assez bas. Mm. Alors évidemment, c'est sûr que ceux qui font des 120, 130 kilos de poids de corps, eh bien, ont des données très élevées. S'ils aiment squatter, s'ils sont Mm. sur ce mouvement-là depuis jeune, eh bien, ils ont des données très élevées. Mais je suis un peu moins impressionné que par le joueur qui fait 70 kilos et qui est capable d'avoir des ratios énormes. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis des fois, il y en a, ils ont un peu des morphos avantageuses avec du style. Je sais pas, j'ai en mémoire par exemple des piliers vraiment hyper solides avec une énorme cage thoracique et des avant-bras courts. Quand on voit tes l'amplitude de travail, c'est pas, tu peux avoir des énormes barres Bien sûr, bien sûr. Et puis après, sans avoir. voilà, là tu parles du haut du corps, mais c'est la même chose pour Oui, la dimension des fémurs. Voilà, les oui, fémurs courts, fémurs longs, on sait qu'il y en a qui sont avantagés, désavantagés. Ça dépend des profils, mais oui, enfin, bon, il y a des joueurs qui sont vraiment impressionnants. Maintenant, ça commence
alors ça commence non, ça l'a toujours été, mais le rugby maintenant a des ratios et des données assez élevées sur ce travail de force. Ouais, très bien. Toujours pour rester dans les types de joueurs, le joueur qui avait le plus qui avait le plus de cardio dans ta carrière, qui était le plus marquant, qui a fait le meilleur score par exemple en bronco ou d'autres tests. Alors c'est souvent chez les trois Trois quarts, quarts. évidemment. Mm. Euh, Plus 9 peut-être même, non? Ou pas forcément? ouais, pas forcément. Alors là, comme ça, j'ai pas réfléchi avant. Ouais. Ouais, ces questions-là. Petite tuerie. Et j'ai vu quelques joueurs et je veux pas faire d'impair parce que je veux vexer personne. Mais Ouais. non, sans donner de En tout nom. cas. Ouais, sans donner de nom. J'ai des joueurs qui ont eu des V en 21 de VMA. Ok, ah ouais, autant. Donc Ok. ouais, ça m'est arrivé d'avoir des joueurs qui ont eu V en 21 de VMA. Euh, donc ouais, ça c'est des 19, des 18-19, on en trouve. C'est déjà Des solide. 20, voilà, des 20-21, il y en a quand même très très peu. Ouais. Alors ouais. Au foot beaucoup plus, mais au rugby j'imagine. Bon déjà Ouais, c'est pas non, le même gabarit, mais au ouais. rugby, il y en a peu. Ouais. Et d'ailleurs, un joueur d'ici qui a 21 de VMA, est-ce que ça se voit sur le terrain qu'il est increvable ou comme Ouais, ça se c'est, voit. ça se voit, Ça se voit en fait sur sa capacité à, répétez? à se dépenser régulièrement sur chaque entraînement et chaque semaine de chaque mois. Et en fait, cette capacité ouais, à s'entraîner, eh bien, elle est aussi due au moteur qui est sous sa carrosserie, quoi. Et voilà. Et voilà, j'ai un joueur en tête sur les années passées. Il était capable de s'entraîner à des intensités et d'effectuer des distances sur chaque bande hallucinantes. Et il se blessait jamais. Et il en redemandait tout le temps. Voilà. Cette Mm. capacité à s'entraîner, voilà, ben c'est la conséquence de qualité musculaire et de moteur hyper développés. Mm. Parce qu'on peut se dire ça, on peut se dire quand même, quelqu'un qui a une énorme VMA, on peut se dire inconsciemment, il a pas forcément, c'est pas forcément transférable dans tous les sens sur le terrain parce que le rugby c'est des efforts hyper explosifs répétés tout le long du match. Donc on peut se dire naïvement, il y a pas forcément de lien, mais le truc en fait c'est que s'il a une VMA de 21, il peut s'entraîner énormément et au final c'est ça aussi qui le rend mais plus endurant en match. Ok, ouais, ok, intéressant, Exactement. intéressant comme ça. Et après, on est quand même dépendant du poste, encore une fois. Voilà, les déplacements et les intensités demandées en fonction des postes sont pas les mêmes. Donc, Ouais, donc cette capacité-là à s'entraîner, elle est plus importante. Alors attention comment c'est perçu, mais elle est plus ouais, importante à certains postes qu'à d'autres. oui, Parce que les exigences sont différentes aussi. mm, Voilà. normal, très bien. Et comme dernier joueur, donc on a fait force cardio et au niveau de la vitesse, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a plus impressionné que les autres? Oui, au niveau de la vitesse, là, alors évidemment, on va parler de Tuisova. Comme c'est récent. Parce- Ah oui, ah oui, Ouais, voilà. ah oui, Alors, au-delà de la vitesse, c'est la puissance qu'il ouais. dégageait. Là, cette année, à Castres, on a Christian Badiang, Ouais, c'est ça, voilà, je pensais à lui. qui est placé, qui va vite, qui a une qualité de force et d'explosivité hallucinante. Voilà. Hmm, Donc, c'est un vrai bel athlète. ouais, Ouais, il est vraiment surprenant à ce niveau-là. Voilà. Donc, et après, non, oui, mais bien sûr, par le passé, il y a eu beaucoup de joueurs qui, voilà, de toute façon, dès que les joueurs dépassent 34, 35 km heure, ouais, c'est des belles vitesses. Ça commence à être intéressant et c'est joli à voir. ouais, clairement. Ouais, c'est impressionnant même. Moi, j'ai accompagné quelques joueurs qui faisaient, j'ai même joué face à des gars qui étaient à 36. Franchement, 36, quand tu te crois rapide, déjà, ça fait bizarre. Alors, j'imagine même pas quand c'est 37, 38 comme Bielbarré, où là, c'est quand même notre monde. Ouais, c'est ça. Et pour revenir à, bah, Christian Badiang là, donc j'imagine il doit avoir des qualités monstrueuses en termes de force, d'exploit, de vitesse. Est-ce que tu as remarqué d'autres choses, je sais pas, des qualités plus de sprinter, des qualités de rebond? Est-ce que ça se voit visuellement que par exemple, je sais pas, sur des pogo jump, il rebondit hyper bien, ou pas spécialement, et c'est juste qu'il y a des qualités d'exploit et de force tellement exceptionnelles qui compensent ce travail du pied, par exemple? Alors déjà, voilà, il a des données de force et de puissance qui sont énormes, qui Hallucinant. sont hallucinantes. Et à ça se rajoute un bagage technique et une éducation athlétique depuis son plus jeune âge. Donc en Ok. fait, il court placé, il sait courir, il sait avoir un cycle de course parfait.
Donc déjà ça, quant à ça, ben ça aide. Et derrière, il y a une qualité pliométrique, une qualité de rebond qui est dingue. Donc tout ça réuni, ben voilà, on n'invente rien. C'est quelqu'un qui a fait du sprint jusqu'à ses 15-16 ans. Donc voilà, D'accord, je savais pas. Ok. Ouais. ouais, c'est quelqu'un qui voilà qui était en Afrique du Sud et qui a cette éducation-là athlétique. Hmm. Donc ben maintenant, il le transfère sur le rugby, hein. Et ce vécu-là, la différence, elle est nette avec les autres joueurs, hein. Enfin, en tout cas, avec les autres rugbymen. Dès Ouais. que le joueur a un vécu athlétique, c'est différent. Hmm. Parce qu'en France, on n'a pas tant que ça cette culture quand même de sprint comparé par exemple aux États-Unis où on voit par exemple au foot US qu'ils ont quand même très tôt beaucoup de, mais c'est comme des cours d'athlètes, enfin où vraiment on les voit rebondir Ouais, et on c'est manque, ouais on manque de mise en place d'exercices éducatifs là-dessus. ouais c'est ça. Hmm. Je trouve qu'on ne travaille pas assez. Ouais. Hmm. Parce que ouais, c'est ça. Même à l'école de rugby ou enfin même en cadet, on le fait jamais nous. Enfin, j'en prends la Bayonne, nous on le faisait pas. Mais par exemple, on touchait un ballon quand même très très tôt. Il y a quand même une école au niveau là-dessus de technique rugby, mais c'est par exemple approche un peu plus sprint athlé, très très peu. Je pense qu'il y a une belle marge de progression là-dessus. À mon avis, peut-être dans Ouais. les années à venir, un petit peu là-dessus. D'ailleurs Ouais, là-dessus, tout à fait. est-ce que vous avez ouais des séances dédiées au sprint, genre une fois par semaine par exemple, ça fonctionne un peu comme ça, j'imagine? Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, dédié uniquement au sprint, non. Par Ouais. contre, des situations de vitesse, oui. Voilà. Ok. Donc, ça peut être évidemment des top-up axés sur le sprint parce que il y a juste une nécessité d'aller toucher une certaine vitesse, une certaine intensité. Ça peut être le Hmm. cas. Par contre, si on peut le faire dans l'activité, c'est mieux. Donc, on essaie de faire en sorte que chaque joueur touche les vitesses en jouant au rugby. Ok, très bien, très clair. Question un peu plus perso. Alors pour toi, la qualité physique, enfin pour toi, quelle est la qualité physique la plus importante pour un joueur de rugby? Bah, toutes forcément, mais est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus reine pour toi? Alors, je vais dire en fonction, par rapport au poste, je vais dire la plus globale, les plus globales, les plus communes. C'est important Hmm. dans quel que soit le poste, qualité de force et de puissance. Ça, quel Hmm. que soit le poste, c'est des qualités qu'il faut avoir pour être rugbyman. Hmm. Voilà. Euh, Ouais. et Non ensuite, mais qualité, capacité à accélérer. hmm. Et qui a un lien avec la force aussi au final. Ben, tout est, alors voilà, Ouais. tout est lié. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que même enfin c'était après la défaite de l'équipe de France avec Saint-André, c'était un truc un peu marquant qu'on disait, du style on se concentrait énormément sur la partie cardio un temps, alors que, je sais pas, les Néo-Zélandais qui avaient quelques années d'avance à l'époque, ils se concentraient plus sur la vitesse, et c'est peut-être quelque chose qu'on a changé aussi. Peut-être que tu l'as vu toi dans tes années là, cette évolution, on se concentrait un petit peu plus sur la vitesse. Ouais, on s'entraîne beaucoup sur le travail de vitesse. On Mm. s'entraîne beaucoup sur la capacité à accélérer. On Ouais. s'entraîne beaucoup sur la capacité à produire de la force minimum de temps. Euh, tout ça, c'est important. Ce qu'on disait au tout début là sur la force horizontale. Mais maintenant, c'est déterminant. Enfin, j'en suis convaincu. Euh, il faut avoir du cardio. Il faut être capable de supporter des lactatémies assez élevées. Ouais. Il faut être capable d'enchaîner les tâches. Voilà, tout ça, ça s'entraîne. Euh, Après, maintenant, le rugby, c'est un sport où, malgré tout, on a un ratio de temps de travail et temps de récup qui malgré tout, est encore assez important. C'est-à-dire que, Mm. tu vois, sur un match, on est pas le top 14 maintenant, mais on est sur 50 à 55 séquences de jeu, des temps effectifs qui sont en moyenne à 35 minutes. C'est pas, c'est pas énorme. Alors, c'est pas énorme, attention. C'est le cumul aussi. Évidemment, voilà, les collisions sont importantes, les enchaînements de tâches, des passages au sol, il y en a de plus en plus. Donc oui, ça c'est difficile. Par contre, sur le volume de jeu, le volume de déplacement, c'est pas des données qui peuvent, quand on compare avec d'autres sports, c'est pas des données qui sont énormes. Monstrueuse quoi. Ouais. Non, Mm. Mais après comme il y a toute la partie enfin collision quand même exactement, qui hein. rajoute aussi. Collision combat qui fait que l'intensité est très élevée et rend la tâche difficile, évidemment. Mm. Mais si on regarde juste le déplacement pur, voilà, c'est pas par rapport à d'autres sports, c'est c'est différent. Ok. Très bien. Euh, Au niveau toujours de ton vécu, est-ce que alors sans donner de nom, mais est-ce que tu as réussi à avoir certains joueurs qui ont zéro qualité physique, mais qui font quand même des carrières monstrueuses? On a en tête du style Finn Russell qui a quand même
peu un physique de bodybuilder. Est-ce que dans ton parcours, t'as vu des joueurs un peu dans ce style, ouais? Ouais, beaucoup, parce que Ouais. tout simplement parce que c'est un sport collectif. Donc Mm. déjà, elle permet à certains d'exister là où dans certains sports individuels c'est plus difficile. Et ensuite, il y a un bagage technique qui est capital et qui est très important. Donc si le joueur il a des qualités physiques qui sont pas très intéressantes, mais que son bagage technique fait que c'est un top joueur, eh ben forcément il pourra avoir une belle carrière parce que techniquement il est dominant. Mm. Donc Ouais. Et oui, surtout, ça il y en a eu beaucoup. J'ai beaucoup d'exemples et j'ai envie de dire heureusement parce que sinon on serait que des préparateurs physiques dans le staff ouais. et ouais. Et ça serait dommage. Il faut pas oublier que voilà on prépare des joueurs de rugby Mm. et cette donnée technique heureusement qu'elle prend le dessus. Mm. Oui, c'est clair. Et c'est un sport quand même avec énormément d'incertitudes en plus, donc c'est. Et puis en fonction du poste aussi, j'imagine. Un pilier droit comparé à un 9 ou un 10, il n'y a pas forcément besoin de. Ouais, bien sûr. Et puis il y a le QI rugby qui rentre en compte. Ouais. C'est-à-dire qu'un joueur, s'il est intelligent sur ses placements, ben, il va avoir des données peut-être GPS qui sont inférieures à son collègue qui est un peu moins intelligent sur le placement et qui va devoir compenser par justement de la course. Donc voilà, la donnée et les GPS, c'est une chose. Le QI rugby et le bagage technique en est une autre. Donc Ouais. faut être capable de prendre le joueur dans sa globalité. Très bien. Impec. Entre le début et et ta carrière actuelle, qu'est-ce qui a changé au niveau de ton approche du style? Parce que le métier a quand même énormément évolué. Et comment t'as vu un peu tout ça? Comment tu pensais un peu avant? Alors c'est un peu large comme question, mais ouais, l'évolution de ton approche en tout cas. Euh, bon, déjà, le rugby a évolué. Ouais. Si on prend l'évolution des 15 dernières années, que ce soit les règles, que ce soit le Oui. temps de jeu effectif, voilà, euh, La tout ça, technologie. l'arrivée de la technologie, ça a énormément évolué. Donc, évidemment que maintenant, j'ai une approche beaucoup plus euh, moderne, j'ai peut-être Ouais. qu'il y a les scientifiques qu'il y a 15 ans, ça c'est évident. On a une meilleure connaissance aussi de l'activité qu'il y a 15 ans. Mm. Euh, voilà, donc je sais que il y a 12-15 ans, peut-être qu'on avait une part aérobie qui était beaucoup plus importante, et d'ailleurs trop importante par Ouais. rapport à l'activité, encore. Mm. Maintenant, on est plus pertinent, c'est-à-dire que nos entraînements, nos semaines d'entraînement, nos saisons ressemblent plus à ce que le joueur va vivre le week-end que ce qui pouvait se passer il y a 12-15 ans. Voilà, si je dois ressortir quelque chose dans l'évolution, c'est quand même ça. Je trouve que maintenant, on répond plus aux attentes de l'activité qu'il y a 12-15 ans. Ouais, c'est On plus était, pardon. Ouais. Oh non, j'allais dire, ouais, c'est plus optimisé en fait. C'est du style, avant, tant la part aérobie est forcément importante, mais on l'a peut-être plus réduite pour se rapprocher plus du terrain, quoi. C'est ça en résumé? Ouais, exactement. Comme on connaît mieux l'activité, l'analyse de la tâche maintenant est plus précise, plus poussée, entre autres grâce à tous ces outils technologiques. Et ben, on est Mm. capable maintenant d'être plus pertinent sur nos semaines d'entraînement. Ce Ok. qu'on propose aux joueurs. Donc les qualités et tout ce qu'on va mettre en place la semaine se rapproche de ce que va vivre le joueur en match le week-end. Très bien. Impec. Autre question, physiquement, est-ce que tu vois des différences entre un joueur de top 14 et un joueur international? Est-ce qu'il y a un fossé entre les deux ou physiquement c'est sensiblement la même chose? Il y a quand même un fossé. L'intensité des matchs Ouais. internationaux, ouais, elle est plus importante. Mm. Et j'ai envie de te dire, c'est au même titre que la Pro D2, le top 14, top 14 et le niveau international. Voilà, Mm. chaque niveau a son degré d'intensité. Ouais. Euh, parce que tu confrontes quand tu prends deux équipes internationales, tu confrontes deux équipes de top joueurs, donc forcément qui ont des potentiels physiques et techniques au-dessus de la moyenne. Mm. Ce qui fait que les puissances, les forces développées, les vitesses développées, voilà, sont plus importantes que ce qu'on va retrouver en top 14. Ouais. Euh, les temps de jeu effectifs sont plus importants. Voilà, tout est un cran dessus. Donc Mm. oui, il y a une vraie différence. Ouais, parce que déjà visuellement, à l'écran, ça se voit déjà une différence entre top 14 et Prime Destination. Mais c'est vrai que ouais, c'est technique et physique, ouais. Fait, ouais, ok. Très bien. Ça se voit pour les deux. Impec. Autre question, de toute façon, on va bientôt terminer. Quel conseil tu donnerais à un joueur de fédéral
Du style, qu'est-ce qu'il devrait travailler en priorité s'il cherche à jouer plus haut? Par exemple, si un joueur de fédéral, il veut jouer en national, toi, avec ton expérience de prépa physique de haut niveau, simplement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'il doit développer en priorité? Sur un joueur de fédéral, non, enfin oui, mais je vais faire une réponse générale parce Ouais. qu'il y a un socle commun à tous les joueurs et Mm. euh, et le travail de gainage, pour moi, c'est la clé de voûte de tout le reste. C'est-à-dire que si tu es gainé, si tu sais te placer, si tu es entre guillemets moins déformable Ouais. euh, que les autres, ben, tu vas être capable de produire des forces supplémentaires. Donc ça Mm. c'est la clé. Ensuite, le travail de force, c'est une orientation qu'il faut donner à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit capable de développer sa force régulièrement, Mm. parce que encore une fois, c'est le socle de tout le reste. On a trop tendance à aller, je trouve, sur le travail d'explosivité, de vitesse, alors qu'on a Ouais. des données de force pas assez Ouais. élevées. Donc ça, c'est voilà, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de travailler avec un joueur de fédéral, mais j'aurais le travail, en tout cas, l'évaluation et la batterie de test pour courir en amont, ça serait déjà sur ce travail-là de gainage, travail de force. Ouais. Ça veut pas dire que je ferai pas tout le reste. Évidemment que j'irai sur tout le reste ensuite, mais Mm. je mettrai l'accent sur ces deux qualités-là. Ok, très bien. Ouais, parce que typiquement, je dis une bêtise, s'il a des séries de 80 kilos au squat, ça sert à rien d'optimiser dans tous les sens l'explo, alors que si tu as juste des gains déjà sur le bas du Exactement. corps, tu vas gagner beaucoup plus Bien facilement. sûr que ça va pas lui faire de mal, on est Oui. d'accord, mais on se freine le développement Ouais. et Ouais, et un jour exactement. Et donc je continue de penser qu'il faut que régulièrement les joueurs, quel que soit le niveau, travaillent cette qualité de force. mm. Et ça, en parlant du gainage, niveau de anti-déformation, c'est ce que vous faites, du style de l'anti-flexion, de l'anti-rotation, c'est ça, anti-inclinaison, vous bossez un peu sur tous les plans et un peu à chaque séance, ça fait partie le gainage, c'est un peu C'est un ouais, fil ça rouge. c'est récurrent. Ce que j'appelle le manchon, des épaules aux genoux. Il faut être le plus rigide possible, le moins déformable possible. Et ça, c'est quelque chose Mm. qu'on travaille tout le temps. Et j'ai pas de méthode particulière parce que en fait, le tout, c'est de varier au maximum de semaine en semaine les exercices. Donc en fait, on confronte les joueurs à différentes sollicitations, différents types d'exercices. C'est-à-dire Mm. que voilà, je vais pas lui mettre du, du fall-off toutes les Ouais. semaines pendant 3 mois. Chaque semaine, ça va être un exercice différent avec une thématique différente. Voilà. Par contre, encore une fois, ce travail de manchon, donc des épaules aux genoux, on le travaille régulièrement voilà, c'est quelque chose qui est très important. Très bien. Impec. Oh ouais, parce que même parce que j'imagine anti-déformation, donc pour tous les impacts, mais c'est aussi même pour tous les sprints, parce que si le bassin il bouge, si tout bouge, forcément on va moins vite. Donc c'est un petit peu le socle commun. Très bien. Ok, Exactement. très clair. Et j'avais ouais une petite dernière question, c'était au niveau de la récupération. Est-ce que c'est vous qui gérez la récup? Est-ce que vous avez des protocoles? Je dis une bêtise, bien chaud, bien froid. Est-ce que vous avez des bottes de compression? C'est votre partie aussi ça? Ouais, on a des protocoles. Donc là, généralement, je joue le samedi. Le dimanche, il est off, mais on a possibilité d'ouvrir le centre à certains joueurs s'ils ont des habitudes Mm. de récupération. Et ensuite, le lundi, donc à J+2, nous, c'est encore une journée de récupération. Et là, en fait, moi, j'ai différents groupes de travail. Donc, j'ai un petit travail de récupération aérobie. Donc là, les joueurs sont sur vélo, ce que j'appelle flush. Donc là, on vient faire, voilà, 20-25 minutes de vélo, une intensité aux alentours de 60% de fréquence cardiaque. Ensuite, il y a un groupe qui est sur de la mobilité. Voilà, où là, il va profiter justement de se déverrouiller, de retrouver de la mobilité articulaire. Et voilà. Ensuite, on refait un petit travail de gainage pour certains, mais sur des Ouais. temps de travail assez faibles. Voilà, c'est presque de l'activation. Ouais. Et ensuite, il y a mise à disposition des kinés, mise à disposition des bains chauds, bains froids, la pressothérapie, tout ça. Donc, il y a tout un circuit à effectuer en amont. Et Ouais. ensuite, une fois qu'il a fait ce circuit, le joueur est libre de choisir le principe de récupération qui lui va. Et D'accord. j'impose pas la méthode, j'impose le fait de faire de la récupération. Ok. Voilà. Par contre, si, alors je sais qu'il y a certains joueurs qui sont fans de sauna, chacun a son avis Mm. sur sauna, positif, négatif, peu importe. Comme le froid, Ou votre. il y en a qui, voilà, ou sur la pressothérapie, les bottes, voilà. Choisis ta méthode de récupération, ton mode de fonctionnement, tes habitudes. Par contre, tu le fais. Voilà.
Ok. Hmm. Voilà, j'ai ce parti là-dessus. Et voilà. Parce que je Ça fait pas. tentais que c'est un peu de la méthode Coué. C'est-à-dire que euh, la récup, c'est bon, fais-le. Quel que soit le... Si t'es convaincu par ce que tu fais, t'as plus de résultats, ou de meilleurs résultats. Ouais, clairement. C'est un peu le Oui. discours et la philosophie qu'on a. Ouais, clairement. Je capte. Et ça d'ailleurs, ouais, on reparle rapidement ouais, du gainage. Le gainage, en fait, vous faites un peu comme du micro-dosing, un peu comme ils font en NBA. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça, quoi. C'est genre un peu assez souvent, je pars dans un certain bloc. Voilà, c'est en fil rouge tout le long. C'est un Mais, peu. mais presque, c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais presque Mm. toutes les qualités, au final, alors sauf peut-être le travail Ouais. des forces où on va accentuer un petit peu plus, tout le reste, c'est presque que du microdosing. C'est-à-dire qu'on a notre structure de semaine, de samedi au samedi, on a nos ondulations de charge, avec le lundi accès un peu plus récup, mardi des hautes intensités, le mercredi KO, le jeudi accès vitesse, le vendredi la mise en place. Ça, c'est nos ondulations de charge qui se ressemblent énormément de semaine en semaine. Et après, en fonction du profil, en fonction de l'âge, en fonction des postes, en fonction des besoins, on va faire que du microdosing. Voilà. Ok. Sur des qualités microdosing de vitesse, microdosing d'enchaînement de tâches, microdosing de force, on fonctionne d'ailleurs que comme ça. On aurait peut-être dû commencer le podcast comme ça là, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que ouais. Ok. Mais, Ouais, mais en vrai, hein. Ouais, non, je disais, c'est ouais, non, intéressant tout parce que de l'extérieur, on pense pas forcément à ça. Et puis même, parce qu'en fait, si vous faites pas du microdosing, si vous faites un énorme 5x5, ça génère trop de fatigue et tout le reste est impacté, quoi, du coup. Et la bien sûr, surcompensation se fait beaucoup trop tard. exactement. Et en fait, le joueur qui joue ou qui postule régulièrement, on est vraiment dans une machine à laver. Et Ouais. c'est difficile de mettre des choses très très poussées en place. Mettre des choses en place, c'est facile. Aller au bout des choses, c'est plus difficile. Parce qu'on va dire, arrêtez, pendant 2 semaines, on va mettre ça en place. Et finalement, il y a un blessé, il joue le premier week-end. Donc, on fonctionne que par microdosing. Ceux qui ont la chance de vraiment mettre des cycles de développement en place et aller au bout des choses sont ceux qui vont avoir du temps devant eux. Donc, les blessés, les joueurs en développement qui ont beaucoup moins de temps de jeu que, que les autres. Voilà. Mm. Ça va être ces cas-là. Ok, ouais, parce qu'on est un sport aussi particulier où il faut être tous les week-ends, il faut être prêt à 100%. C'est pas comme si on était au JO et du style on a 4 ans avec des gros cycles qu'on peut se permettre, voilà, des gros C'est ça. développements. Si, ouais, c'est Exactement. ça l'énorme différence quoi, aussi du truc. Très bien. Et juste ouais, niveau récupération aussi, donc très clair et tout. Et est-ce que vous faites aussi, parce que récupération, si on peut dire le plus important, c'est le sommeil quoi. Est-ce que vous avez des choses aussi en place là-dessus alors je sais pas si c'est peut-être cher et tout, mais je sais pas un capteur dans un matelas, un truc comme ça. Est-ce que vous analysez le sommeil ou c'est peut-être autre chose encore? Ou Non, c'est pas vous que alors, vous faites? on n'a pas mis de capteur pour le sommeil. Par contre, on a un partenariat avec une entreprise qui est proche de Castres, où Ouais. ils sont spécialisés dans les différentes densités de matelas et ils proposent des matelas de très très haute performance. Donc, on a sensibilisé pardon, les joueurs là-dessus. Et ils ont des tarifs avantageux pour pouvoir s'équiper chez eux de matelas Mm. très haute performance. Ça, oui. Ok. Euh, Ensuite, on a au club tout ce qu'il faut pour récupérer parfaitement. Donc, quel que soit le mode de récupération, on est en mesure de lui proposer. Mm. Donc ça fait partie déjà voilà du suivi de la récupération du joueur. On peut avoir un accompagnement diététique, voilà, s'il y a Ouais, besoin. j'allais dire aussi. Et ensuite, on a des bilans sanguins qui peuvent être faits pour justement savoir si on a différents marqueurs qui sont plus ou moins hauts et qui fait qu'il faut qu'on mette une supplémentation ou pas en place par rapport à Mm. certaines carences ou non. Voilà. Ah, c'est Donc intéressant ça. voilà, tout ça c'est mis en place. Euh, on a des monitorings réguliers avec une charge interne, une charge externe, euh, un, un questionnaire téléphone. Voilà. Wellness, un peu Et- ça, hein. ouais, exactement. Avec des pesées, des analyses de skin fold. Voilà, on a toute une batterie de données qu'on croise avec, encore une fois, ce que je te disais, l'évaluation cardiaque, l'évaluation externe, l'évaluation, on a même des marqueurs de CK. Voilà, on a beaucoup de choses et beaucoup de données internes, externes, ressentis du joueur qui font que quand on les croise, eh ben, on est capable de dire ou en tout cas, de pas trop se tromper sur le fait que le joueur est récupéré ou non.
Ok, ouais. Ouais, je me posais la question, je me demandais sur ça d'ailleurs pour la prise de sang, parce que j'imagine comme on cherche la performance un peu partout, ça fait partie aussi de ça, du style faire une prise de sang et voir s'il n'y a pas une carence en vitamine D, vitamine C, les trucs un peu classiques, ou Exactement. magnésium. Et ça, Exactement. Et d'ailleurs, bon, ça, c'est fait peut-être partie d'une autre thématique d'échange, mais c'est vrai qu'on se rend compte souvent qu'au final, on a des joueurs, si des joueurs sont suivis par un diététicien de manière générale, de manière globale, il y a ouais, très très peu de carences. ok. Et en soi, les deux, trois carences qu'on peut retrouver régulièrement, ça va être, ou en tout cas sur quoi on peut les supplémenter facilement, ça va être oméga 3, Ouais. vitamine D, euh, voilà. Classique, quoi. Et Ouais, après, peut-être vitamine C, magnésium, peut-être, enfin ça dépend ce qu'il ouais, mange voilà, aussi. et encore Ouais. aussi, si l'alimentation est correcte, on va pas Ouais, c'est pour ça. prendre 40 là-dessus. Oui, oméga 3, c'est plus difficile parce qu'on sait que maintenant les joueurs mangent peu ou pas assez de Ouais. poissons et que les poissons sont moins riches qu'avant. La vitamine D, ben, on en Les mange métaux. voilà, en fonction aussi des, euh, des ethnies qu'on peut retrouver dans C'est l'équipe ce et que tout j'allais ça. dire. Voilà. En Donc, fusionneux, si on ouais, originaire sur Afrique subsaharienne ou Europe du Nord, pas les mêmes besoins en vitamine D, donc. exactement. Donc, voilà, mais voilà. Alors, évidemment, il y a un accompagnement au niveau de la protéine, de la créatine et tout ça, mais ça, je me Ça, pose c'est beaucoup de simple au questions. final, presque. Ouais, je me Bon. pose beaucoup de questions sur ces accompagnements-là. Ok, c'est-à-dire, Mais parce que- jusqu'à quel point tel joueur en a besoin, tel joueur n'a pas besoin. Voilà. Hmm. Euh, Oui, est-ce qu'il faut obligatoirement optimiser, passer du temps là-dessus et tout, même presque se prendre la tête, alors que ça en vaut pas forcément le coup, c'est ça que tu veux dire, de pas forcément aller, exactement. ouais. Exactement. Ouais. C'est-à-dire on a beaucoup, et quand j'échange beaucoup enfin, avec différents préparateurs physiques, on a vite la solution de facilité. Bah, tiens, prends ton checker Ouais. et fais ta séance, prends ton checker. Et d'abord, il y a quand même toute une étude à faire sur, et une éducation, pardon, à faire sur comment tu manges, qu'est-ce que tu manges, pourquoi tu le manges. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire comme intensité? Qu'est-ce que tu vas faire comme travail en musculation? Ok, Hmm. donc maintenant c'est tout ça. Ok, donc tu as besoin de ça, 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 ça. Hmm. Oui, pas juste prendre la pilule magique un peu. Exactement, on a trop généralisé la supplémentation. Ouais. Oui, on met, ouais. Oui, on met prod créa, alors que typiquement, je dis une bêtise, enfin, c'est catastrophique à côté, quoi. Je veux dire, il y a 10 Mais 000 parce trucs qu'on à est corriger avant. influencé par le Oui. marketing, on est influencé par Instagram, on est influencé par Hmm. tout un tas de choses qui fait qu'on a l'impression d'avoir besoin de tout. Oui. Oui, alors qu'en vrai, c'est du détail. Enfin, genre, si par exemple, t'as ton 1,6 grammes de kilo de prod par kilo par corps, au final, je veux dire, tu peux l'atteindre juste avec la nutrition, quoi. Mais c'est vrai que c'est vendeur et on voit faire des athlètes et tout avec un shaker et forcément ça influence. Et puis en plus, il y a le truc un peu magique où on pense aussi que c'est presque de la magie, qu'il y a des Exactement. énormes influences. Ouais. Quoi, et la créatine, c'est presque encore pire même avec tout ce qu'on peut entendre là-dessus, alors que bon, ça c'est un autre débat aussi. Mais très bien. Impec, mais nickel, Pierre. Moi, c'est bon pour moi. Merci en tout cas pour Top. toutes les. Ben, merci à toi. J'espère que l'échange t'aura plu. Si tu veux rien manquer sur la prépa physique rugby, je te propose de t'abonner à la chaîne. Et si tu veux aller encore plus loin et passer un cap physiquement, envoie-moi un message sur Instagram, valentin.morphy. On a accompagné pas mal de joueurs qui ont fait de grosses progressions, notamment en passant de la fédérale à la nationale, et ça sera peut-être toi le prochain.